Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Voici donc l'épisode numéro 2 de Trouver l'amour à Paris. Je ne sais pas si on peut trouver l'amour à Paris. En tout cas, on peut y apprendre le français et c'est l'objectif de ces vidéos. Au total, il y aura 16 épisodes. Donc voici l'épisode numéro 2. Pour ceux qui arrivent, eh bien sachez que l'épisode numéro 1 a été publié la semaine dernière. Je mets le lien, mais sinon, lorsque vous êtes sur la chaîne YouTube, vous avez dans la playlist français langue étrangère, bien sûr, tous les épisodes qui vont donc arriver au fur et à mesure. Et je profite d'ailleurs de cette annonce pour vous dire, si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour avoir plus de visibilité. Et aussi, enfin pour moi, oui, c'est très important, et aussi pour vous, afin d'être tenu au courant. Donc vous pouvez bien sûr mettre, cliquer sur la cloche, hein, voilà. Donc oh là là, vous voyez, je suis pas forcément très au courant de tout, et donc voilà, pour souscrire aux notifications afin d'être tenu au courant lorsque l'on publie une nouvelle vidéo, sachant que pour cette série c'est hyper simple puisque en fait c'est tous les dimanches à 16 h. Comment se déroule cette vidéo? Très simplement, on va lire chaque chapitre et ensuite on va revenir, on va expliquer au niveau de la grammaire. Sachez que dans cette vidéo on va voir le conditionnel mais aussi notamment le passé composé. Au niveau du vocabulaire, l'accent est mis sur le caractère afin bien sûr de pouvoir parler de soi mais aussi parler des autres. Alors c'est très important lorsqu'on veut se faire des amis de pouvoir communiquer et puis expliquer aussi des situations, que ce soit dans la vie privée ou au travail. Et puis on va voir aussi le vocabulaire de la maison, puisque n'oubliez pas que le personnage principal a besoin de trouver un logement, et lorsqu'on vient s'installer dans une ville comme Paris, trouver un logement, c'est bien sûr la première des préoccupations, aussi bien des Français que des étrangers. Voilà, donc on va faire cette concentration sur donc ce vocabulaire, ce type de vocabulaire, et ensuite on va tout simplement rentrer dans des détails au fur et à mesure, et je vous donnerai, pour ceux qui le veulent, les corriger. Il suffit tout simplement d'utiliser le chapitrage. Vous regardez, il y a marqué corriger des exercices. Voilà un petit peu, et puis pour finir, eh bien, ceux qui veulent avoir en format papier, c'est-à-dire en PDF, il faut être abonné au site internet frenchdiscoveries.fr. Voilà, alors je vais arrêter de bafouiller et je vais vous laisser avec les personnages. On débute bien sûr par un résumé de l'épisode précédent, et je vous souhaite à tous, que vous soyez à Paris ou ailleurs, d'avoir beaucoup d'amour autour de vous, et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.
Et nous voici partis pour le deuxième épisode de L'amour à Paris. Si vous n'avez pas vu le précédent épisode, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo le lien pour vous connecter à celui-ci. Nous retrouvons donc notre héroïne Giuliana, donc une étudiante italienne qui vit à Rome et qui a l'opportunité de faire un stage à Paris. Nous retrouvons également le héros principal, donc Arthur, un jeune Français qui habite à Paris. Nous savons quelque chose par rapport à lui d'assez important, c'est que son ex Carla, que nous n'avons pas encore découvert, eh bien Carla l'a quitté pour son collègue de travail. Donc Arthur recherche un nouvel emploi. Il est un peu, comme on dit en français, à la croisée des chemins. Croisée des chemins, c'est une expression qui signifie un moment de questionnement intense sur la direction à prendre par rapport à sa propre vie personnelle et professionnelle. Voici donc les personnages numéro 1, donc les personnages qui sont autour de Giulietta. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les plus importants dans l'histoire, mais il faut bien présenter le premier entourage. Donc autour de Giulietta, vous avez Paloma qui est la meilleure amie de Giulietta, Léa de la Baume, la future styliste et chef de Giulietta, Eugenio, le père de Giulietta, Lucia, la mère de Giulietta et Fabrice, le colocataire de Giulietta. Donc on avait vu dans l'épisode numéro 1 que le mot colocataire signifie tout simplement qu'il partage le loyer. En anglais on dirait flatmate ou roommate. Et puis, la dernière fois, on avait fait un exercice avec le verbe être. Là, on va faire un exercice avec avoir. Par exemple, Giulietta a un pull jaune. Alors, on pourrait faire la même chose, par exemple, pour Léa de la Baume. Léa de la Baume a une veste grise. Alors, on dit aussi porte pour les vêtements. Donc, Léa de la Baume porte une veste grise. Eugenio a une chemise bleue. Eugenio porte une chemise bleue. Peut-être une chemise en jean. Lucia porte un t-shirt blanc. Lucia a un t-shirt blanc, mais c'est plus naturel de dire Lucia porte un t-shirt blanc. Fabrice porte une veste et un chapeau rose. Alors ici, vous mettrez un S à rose. Il ne faut pas oublier que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Ici, ce sont donc les noms, puisque j'ai parlé de veste et du chapeau. Donc, Fabrice porte une veste et un chapeau rose. Ensuite, on va terminer avec Paloma. Paloma a un casque rouge sur les oreilles. Paloma porte un casque rouge sur ses oreilles. Vous voyez, c'est pas une pièce d'habillement, mais on peut aussi utiliser le verbe porter, le fait que ce casque soit sur ses oreilles. Voilà, tout simplement. Donc, le verbe porter, c'est un petit peu comme le verbe faire. Ce sont des verbes que l'on peut utiliser dans d'autres contextes et je vous invite à apprendre les différents sens de ce verbe, donc d'aller regarder dans un dictionnaire. À chaque fois que ce sera possible, on va en parler de toute façon. Donc ici, on a vu le verbe porter pour porter un habit, donc pas forcément pour porter dans le sens de to carry, mais plutôt dans le sens de to wear. Alors je suis obligée de mettre des mots en anglais pour les personnes anglophones et par rapport aussi à la traduction de Google, sinon je n'aurais pas... de Google, de YouTube, excusez-moi, sinon je n'aurais pas exactement la bonne traduction, même si je réécris les sous-titres. On va faire le même exercice avec le verbe porter afin de consolider cette découverte. Donc autour des personnages d'eux, donc les personnages qui sont de l'entourage d'Arthur. Arthur porte une chemise bleue et également il porte un jean. Un petit peu comme le père de Giulietta, vous voyez. Donc je pourrais dire aussi Arthur porte une chemise bleue comme le père de Giulietta. Ici, c'est déjà une phrase très complexe. Pour les débutants, on peut dire Arthur
porte une chemise bleue. Alors sans chercher d'ailleurs par rapport au père de Giulietta, Idir aussi porte une chemise bleue. Donc Arthur et Idir portent une chemise bleue. Alors François porte un t-shirt gris foncé. Alors ici, vous voyez, on a mis la couleur et on a accolé un adjectif. Donc François, c'est l'oncle d'Arthur. Vous voyez encore L' devant oncle, D' devant Arthur, tout simplement parce que ce sont des mots qui commencent par des voyelles et je vous renvoie sur la vidéo sur l'élision. Marie-France, la mère d'Arthur, porte un t-shirt blanc avec un col en V. Donc si vous regardez la photo de Marie-France, vous voyez que le col de sa chemise n'est pas rond comme celui de la mère de Giulietta. Vous avez ici une chemise évasée, donc on va parler d'un col en V, en forme de V. Louis porte une chemise boutonnée. Alors regardez un peu le look de Louis, vous voyez il y a des petits boutons, donc la chemise est fermée. Donc si je compare avec Arthur, Louis porte une chemise boutonnée, Arthur porte une chemise légèrement ouverte, et puis si je compare avec Idir, vous voyez que Idir il a ouvert un peu plus la chemise. Thomas, le meilleur ami d'Arthur, porte des habits de sport, donc on voit que Thomas a été pris en photo peut-être à la sortie de sa séance de sport, donc il porte un t-shirt noir moulant. Alors moulant parce que vous voyez on voit bien ses biceps, on voit bien ses muscles, donc le tissu colle à la peau, donc on va parler de t-shirt moulant. Quelque chose qui serait large, ce serait évasé, le contraire de moulant, mais ici Thomas porte un t-shirt noir moulant. Vous voyez aussi que j'ai mis les adjectifs après les noms. Un t-shirt noir moulant, une chemise bleue, un t-shirt blanc évasé. Je vous rappelle que cette vidéo est également déclinée sous forme de PDF avec des choses supplémentaires pour les personnes abonnées à notre site internet French Discoveries. Dans quelques jours, je vais mettre justement davantage d'exercices, des choses que vous ne voyez pas, notamment autour de tout ce que je vous dis pour consolider l'adjectif. Voilà. Pour ceux qui sont sur YouTube, pour l'instant, aujourd'hui dans cette vidéo, vous avez accès principalement au conditionnel et qu'on n'a pas encore vu d'ailleurs, et puis aux explications qui sont gratuites, mais pour les personnes qui sont abonnées au site, on a plusieurs fois par semaine des newsletters qui sont offertes pour faire des défis de conjugaison ou des défis de vocabulaire comme celui que je viens de vous présenter, comment mettre le bon adjectif par exemple. Et nous voici revenus en Italie. Si jamais vous découvrez l'histoire maintenant, nous allons faire un résumé des chapitres précédents, également pour les personnes qui découvrent cette histoire ou qui la reprennent. C'est toujours bien d'avoir un petit résumé. Donc, Giulietta est une jeune étudiante célibataire qui cherche un stage dans la mode. Arthur est banquier et vient d'être quitté par Carla pour son collègue Idir. Paloma, la meilleure amie de Giulietta, est DJ à Paris. Grâce à elle, Giulietta a trouvé un stage. Le stage commence le 4 janvier à Paris, mais Giulietta n'a pas encore de logement. Arthur cherche un nouveau travail. Samedi, il va accompagner son oncle à Osgore pour récupérer une planche de surf. Alors, vous voyez ici, nous avons des mots en rose. Ce sont donc les nouveaux mots ou les nouvelles expressions, les nouvelles locutions. Pour les personnes qui sont abonnées, donc vous avez accès à un fichier PDF qui compile 2 fois dans le mois tous les nouveaux mots. Je vais essayer d'augmenter la fréquence. En attendant, pour les personnes qui sont sur YouTube,
Nous avons donc à chaque fois des mots qui sont en rose et il faut se mettre un petit objectif de mémoriser ces mots afin d'acquérir davantage de vocabulaire. Alors, célibataire veut dire qu'elle n'a pas de petit ami. Banquier, il travaille dans une banque. Vient d'être quitté, et bien tout simplement sa petite amie a décidé de rompre la relation. Grâce à elle, c'est-à-dire que en fait Paloma lui a permis d'obtenir un stage. Donc un stage, c'est une période pendant vos études où vous n'êtes pas extrêmement payé, mais qui vous permet d'apprendre votre futur métier. Logement, c'est un synonyme de tout simplement appartement, maison, c'est-à-dire l'endroit où vous allez habiter et vivre. Ça peut être une maison, ça peut être un appartement, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est donc en fait ici, quand je dis beaucoup de choses, par exemple, elle peut choisir d'habiter sur une péniche à Paris, au bord de la Seine, c'est possible aussi. C'est surtout donc son chez-soi, sa maison, son futur appartement. Pour le moment, Giulietta est romaine, donc elle n'a pas de logement à Paris. Alors j'ai dit Giulietta est romaine, elle habite à Rome, elle est donc romaine. Quand elle va habiter à Paris, elle sera parisienne. Donc ici, ce sont des adjectifs par rapport à la nationalité. Alors, il va accompagner, il va aller avec son oncle. Alors Osgore, beaucoup de gens me demandent ce que veut dire Osgore, mais c'est le nom d'une ville. C'est une ville en France où on peut faire du surf et qui est très populaire auprès des jeunes personnes. Récupérer une planche de surf, c'est-à-dire qu'il ne va pas acheter cette planche de surf, c'est quelqu'un qui donne la planche si vous avez suivi le premier épisode. Donc en fait, il va juste aller la chercher, mais Arthur est parisien, donc il doit prendre le train ou la voiture pour prendre cette planche. Et on va plutôt que dire planche, on va dire récupérer, puisqu'elle est laissée par l'ancien propriétaire. À présent, je vais faire la lecture de l'épisode, sachant que pour les personnes qui n'ont pas envie d'apprendre le français, mais de juste savoir ce qui arrive à Arthur et Giulietta, je vous invite à utiliser le chapitrage de cette vidéo pour avoir juste le récit sans écouter les explications grammaticales et de vocabulaire. Pour les autres, ceux qui apprennent, on va faire une première lecture, concentrez-vous pour la prononciation, et ensuite on va expliquer les choses, notamment les mots en rose. Chapitre 4. Aller à Paris. Grâce à mon amie Paloma, j'ai enfin un stage. Je suis trop contente. J'avais tellement peur de ne pas en trouver un. Le stage a lieu à Paris, de janvier à mars inclus. Ma future chef s'appelle Léa Delabaume. C'est une styliste célèbre. Je vais apprendre plein de choses avec elle. Je serai payée 700 € par mois. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Je suis sur un petit nuage. Je vais l'annoncer de suite à mes parents. Alors ici, on a beaucoup de choses. Vous voyez qu'on dit grâce à mon ami, donc je l'ai remis en rose, même si je l'expliquais précédemment. Donc, Giulietta ne trouvait pas de stage et avec l'aide de Paloma, elle a réussi à trouver un stage à Paris. Alors, vous avez ici, ce qui est intéressant, j'avais tellement peur de ne pas en trouver un. Et ici, c'est parce qu'on fait référence à un stage. Donc, on ne répète pas. Donc déjà, on ne dit pas « j'avais tellement peur de ne pas trouver un stage », puisqu'elle l'a déjà dit avant. On peut le dire, bien sûr, mais ça fait un peu lourd, ça fait pas très naturel. Ensuite, on a la préposition « en ». Alors « en » va remplacer donc de trouver quoi, donc le COD, donc de ne pas trouver quoi, de ne pas trouver un stage. Encore une fois, afin de ne pas répéter, on va mettre donc « en ». Et écoutez bien, en a plusieurs significations. Par exemple, je vis en France, où vis-tu en France? Et donc, par exemple, aussi, j'y vais en voiture. Je vais au travail en voiture et je me rends compte que je viens de mettre i. Alors vous savez que à partir du mois de mars, les vidéos de Giulietta vont être complétées par des vidéos de grammaire et j'ai prévu une vidéo sur en et i pour plus en détail. Alors le stage a lieu à Paris de janvier à mars
inclus, c'est-à-dire que c'est jusqu'à fin mars. Donc elle arrive en janvier et elle ne termine pas le 1er mars, mais elle termine le 31 mars. Ma future chef, alors je l'ai mis en rose parce que autrefois on pouvait mettre chef qui était donc C-H-E-F et là c'est la forme féminine, mais on ne rencontre pas cette forme féminine partout, donc je comprends que ça peut parfois perturber les personnes qui apprennent le français. En tout cas, la responsable, on va prendre un synonyme aussi, la responsable de Giulietta s'appelle Léa de la Baume, et si on parle de chef, du coup, je l'ai mis en forme féminine. C'est une forme qu'on croise de plus en plus et qui veut donc dire la même chose qu'au masculin. Mais là encore, c'est un petit peu flou. Il y a encore des gens qui écrivent ma future chef avec C-H-E-F. Voilà. C'est une styliste célèbre. Alors, c'est-à-dire qu'elle a de la renommée. C'est-à-dire que c'est une styliste qui crée des vêtements et qui a, on va dire aussi, une notoriété. Alors, 700 € par mois, c'est-à-dire que chaque mois, donc janvier, février, mars, Giulietta va recevoir 700 €, donc au total elle recevra 2100, hein, puisque 700 x 3, 2100 €. C'est pas une somme complètement ridicule pour vivre à Paris. Je sais que dans Emily in Paris, on vous montre, elle habite dans une chambre de bonne super, elle trouve toujours des solutions. Il y a un site génial qui s'appelle Le coût de la vie par ville et qui explique bien que pour vivre à Paris, une personne seule doit gagner 3000 €. Alors on sait que sur 3 mois, Giulietta va gagner 2100 € et il faut gagner 3000 € par mois pour vivre correctement à Paris. Donc on voit le défi de Giulietta de rester d'être logé correctement et de profiter de la capitale parce que avec 700 € par mois, ce n'est bien sûr pas suffisant. Le cas de Giulietta n'est absolument pas un cas isolé. En France, les salaires sont très bas et même des personnes très qualifiées gagnent ce qu'on appelle le SMIC. Ici, ce n'est pas du tout le SMIC, donc le SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum. Ici, c'est ce qu'on appelle une indemnité de stage et l'indemnité de stage est toujours faible. Donc, si Giulietta n'a pas des amis pour l'héberger et des parents qui peuvent l'aider à financer son séjour, ça va être un peu compliqué. Alors, je suis sur un petit nuage, donc ça veut dire qu'elle est tellement contente, qu'elle est vraiment heureuse. Vous voyez, Giulietta, pour le moment, ne pense pas au fait qu'elle n'a pas assez d'argent pour vivre à Paris. Elle est surtout soulagée d'avoir trouvé un stage pour valider son examen. Donc, je suis sur un petit nuage, c'est une expression que vous pouvez utiliser pour dire « je suis tellement heureuse ». Je vais l'annoncer de suite à mes parents, ça veut dire je vais l'annoncer immédiatement. J'aurais pu choisir immédiatement, mais je sais que c'est un adverbe que vous connaissez pour beaucoup de personnes déjà. Donc j'essaie toujours de vous montrer un petit peu quelque chose de nouveau. Donc un synonyme, je vais l'annoncer de suite à mes parents, je vais l'annoncer immédiatement. Mes parents se trouvaient au salon. Ma mère était en train de lire. Mon père regardait la télévision. Je suis entrée calmement. Je me suis raclé la gorge. Je voulais attirer leur attention. Le premier, mon père a levé les yeux vers moi. Très surpris, maman a refermé son livre d'un coup sec. « Que se passe-t-il » m'a-t-il demandé. « J'ai obtenu un stage grâce à Paloma. »« C'est génial » a dit ma mère. « Félicitations » a renchéri mon père. Alors ici, nous avons deux temps du passé. On a l'imparfait et on a le passé composé et on a même un verbe pronominal. Mes parents se trouvaient. Alors, là, vous avez le verbe qui est conjugué à l'imparfait, le verbe se trouver, donc c'est un synonyme de dire mes parents étaient au salon. Donc les parents de Giulietta sont chez eux et ils sont au salon, donc ils se trouvaient au salon. Alors ne confondez pas se trouver avec trouver, puisque par exemple je trouve une pièce par terre et se trouver qui veut dire être. Donc ici c'est un verbe qu'on appelle pronominal. Donc on a beaucoup de verbes pronominal, par exemple se brosser les cheveux, se brosser les dents, se promener.
je me suis raclé la gorge. Donc racler la gorge, c'est faire, vous voyez, faire un petit bruit pour attirer l'attention puisque ses parents étaient occupés. Et on utilise l'imparfait parce que l'action était en cours de déroulement. Lorsque Giulietta est venue dans le salon, l'action n'était pas achevée, sa mère était en cours de lecture et son père regardait la télévision, un programme. Donc Giulietta est arrivée et va donc en fait casser un petit peu leur activité pour attirer leur attention et leur annoncer qu'elle a trouvé un stage à Paris. Alors, a levé les yeux vers moi, c'est-à-dire que son père regardait la télévision et Giulietta est debout, donc il lève les yeux pour regarder sa fille. Et maman a refermé son livre d'un coup sec. Vous voyez, quand on ferme un livre brutalement, ça fait un petit bruit comme ça. Voilà. Et donc, en fait, ça veut dire que les parents donnent toute leur attention à leur fille. Alors, on a également a renchéri. Alors, ici, c'est un passé composé, tout comme a levé les yeux vers moi. Et en fait, l'action est terminée au moment où Giulietta nous en parle. C'est une action assez brève hein, par rapport à regarder la télévision. Là, il a levé les yeux vers elle. Et où maman a refermé. Vous avez aussi encore un passé composé dans la page. Mais renchéri, ça veut dire rajouter. Donc, par exemple, sa mère a dit « c'est génial ». Eh bien, le père rajoute quelque chose de positif. Il dit donc « félicitations ». Encore une fois, il y a une liste d'explications de mots. Donc déjà, c'est un petit peu long à chaque fois lorsque je vous explique au niveau de la grammaire. Donc, n'hésitez pas à vous reporter aux nouveaux mots qui sont listés en fin de vidéo. Et pour les abonnés, comme je l'ai dit, il y a un petit lexique préparé supérieur avec plus d'explications et d'exemples. Seulement, il y a un problème. Papa a souri, maman m'a interrompu. Avec toi, ma chérie, il y a toujours un souci. Tu es si anxieuse. C'est juste un stage, a commencé papa. Tu vas y arriver, a complété aussitôt maman. Il ne s'attendait décidément pas à la nouvelle. Cela n'a rien à voir avec mon caractère. Le stage est à Paris. Mes parents sont restés silencieux. Alors, ce que j'aime dans cette diapositive, c'est qu'il y a des verbes pronominaux. Donc, m'a interrompu, ne s'attendait pas, sont restés silencieux. Alors on a deux verbes pronominaux à la forme affirmative et un autre à la forme négative. Alors en fait, ces verbes pronominaux font toute la richesse de la langue française et les traducteurs et les intelligences artificielles ont beaucoup de mal à les traduire. Je parle bien sûr des traducteurs automatiques, hein, pas des traducteurs humains. Donc, parce que justement, le sens va changer lorsque c'est pronominal. Je prends un exemple, je promène le chien, c'est pas du tout le même sens que je me promène. Je promène le chien, je sors le chien pour qu'il prenne l'air, fasse de l'exercice, et je me promène, c'est quelque chose que j'applique à moi-même. Alors ici, vous voyez que maman m'a interrompu, c'est-à-dire que Giulietta était en train de parler et sa mère lui a coupé la parole. Donc, au lieu de dire maman m'a coupé la parole, on va plutôt utiliser m'a interrompu, c'est beaucoup plus naturel. Ensuite, tu es si anxieuse. Ici, vous savez que depuis l'épisode 1, on travaille aussi sur les adjectifs de personnalité. Donc, Giulietta souffre d'anxiété. On sait que c'est une jeune fille extrêmement réservée. Et bien sûr, elle peut s'inquiéter. Donc là, les parents ne pensent pas du tout à l'aspect financier. Ils ne savent absolument pas que le stage est à Paris. Ils pensent que Giulietta a juste un petit peu d'angoisse, un peu de timidité à l'idée de vivre une nouvelle expérience. Alors au lieu de dire a dit, papa a dit, maman a dit, vous voyez, la langue française est suffisamment riche pour utiliser des synonymes. Donc c'est juste un stage a commencé papa, c'est-à-dire que papa commence à parler, et puis sa mère donc a complété, c'est-à-dire que le père minimise, hein, il dit c'est juste un stage, en gros ne t'inquiète pas, et a complété, c'est-à-dire que la mère rajoute encore une information en disant tu vas y arriver, et encore une fois on a cette petite lettre I, hein, vous voyez le Y qui se prononce I, en fait elle veut dire par là tu vas y arriver, en fait elle fait référence, tu vas réussir à faire ce stage, ne t'inquiète pas.
Et encore une fois, vous avez aussi du passé composé. Ce sont des actions brèves, achevées dans le passé au moment où je raconte cette histoire. Donc c'est logique. Et Giulietta leur explique que cela n'a rien à voir avec, alors elle dit, avec mon caractère. Donc sinon on reformule, cela n'a rien à voir avec son caractère. Donc en fait, cela n'a rien à voir, ça veut dire c'est un autre sujet. Donc ce n'est pas une question d'être anxieux, d'être timide. Et en fait, le vrai problème, c'est que le stage est à Paris, donc la famille habite à Rome et le stage est dans une autre capitale européenne. Et donc mes parents sont restés silencieux, ça veut dire que les parents n'ont pas continué de parler, les parents ont arrêté de parler, il y a un silence qui s'installe, un silence, parce que sans doute les parents réfléchissent. Nous allons voir dans la slide suivante les raisons de ce silence. Donc ne confondez pas rester et sont restés silencieux. Ici nous sommes sur un verbe pronominal et j'ai beaucoup d'élèves qui me disent ah rester c'est se reposer. Non, ça c'est to rest en anglais et je rappelle que en français c'est rester. Je suis resté au travail jusqu'à 19h, vous ne vous êtes pas reposé au travail, c'est-à-dire que vous avez travaillé jusqu'à 19h. Attention à ce qu'on appelle les faux amis, donc n'essayez jamais de calquer votre langue sur une autre langue, ça vaut aussi pour les Français qui apprennent l'anglais, mais en tout cas ici, mes parents sont restés silencieux, c'est-à-dire que les parents ont arrêté de parler. On va découvrir pourquoi. Seulement, il y a un problème. Papa a souri, maman m'a interrompu. Avec toi, ma chérie, il y a toujours un souci. Tu es si anxieuse. C'est juste un stage, a commencé papa. Tu vas y arriver, a complété aussitôt maman. Il ne s'attendait décidément pas à la nouvelle. Cela n'a rien à voir avec mon caractère. Le stage est à Paris. Mes parents sont restés silencieux. Alors, ce que j'aime dans cette diapositive, c'est qu'il y a des verbes pronominaux. Donc, m'a interrompu, ne s'attendait pas, sont restés silencieux. Alors on a deux verbes pronominaux à la forme affirmative et un autre à la forme négative. Alors en fait, ces verbes pronominaux font toute la richesse de la langue française et les traducteurs et les intelligences artificielles ont beaucoup de mal à les traduire. Je parle bien sûr des traducteurs automatiques, pas des traducteurs humains. Donc, parce que justement, le sens va changer lorsque c'est pronominal. Je prends un exemple, je promène le chien, c'est pas du tout le même sens que je me promène. Je promène le chien, je sors le chien pour qu'il prenne l'air, fasse de l'exercice, et je me promène, c'est quelque chose que j'applique à moi-même. Alors ici, vous voyez que maman m'a interrompu, c'est-à-dire que Giulietta était en train de parler et sa mère lui a coupé la parole. Donc, au lieu de dire maman m'a coupé la parole, on va plutôt utiliser m'a interrompu, c'est beaucoup plus naturel. Ensuite, tu es si anxieuse. Ici, vous savez que depuis l'épisode 1, on travaille aussi sur les adjectifs de personnalité. Donc, Giulietta souffre d'anxiété. On sait que c'est une jeune fille extrêmement réservée. Et bien sûr, elle peut s'inquiéter. Donc là, les parents ne pensent pas du tout à l'aspect financier. Ils ne savent absolument pas que le stage est à Paris. Ils pensent que Giulietta a juste un petit peu d'angoisse, un peu de timidité à l'idée de vivre une nouvelle expérience. Alors au lieu de dire a dit, papa a dit, maman a dit, vous voyez, la langue française est suffisamment riche pour utiliser des synonymes. Donc c'est juste un stage a commencé papa, c'est-à-dire que papa commence à parler, et puis sa mère donc a complété, c'est-à-dire que le père minimise, il dit c'est juste un stage, en gros ne t'inquiète pas, et a complété, c'est-à-dire que la mère rajoute encore une information en disant tu vas y arriver, et encore une fois on a cette petite lettre I, vous voyez le Y qui se prononce I, en fait elle veut dire par là tu vas y arriver, en fait elle fait référence tu vas réussir à faire ce stage, ne t'inquiète pas. Et encore une fois, vous avez aussi du passé composé, ce sont des actions brèves, achevées dans le passé au moment où je raconte cette histoire, donc c'est logique. Et Giulietta leur explique que cela n'a rien à voir avec, alors elle dit, avec mon caractère, donc sinon on reformule, cela n'a rien à voir avec
son caractère. Donc en fait, cela n'a rien à voir, ça veut dire c'est un autre sujet. Donc ce n'est pas une question d'être anxieux, d'être timide. Et en fait, le vrai problème, c'est que le stage est à Paris, donc la famille habite à Rome et le stage est dans une autre capitale européenne. Et donc mes parents sont restés silencieux, ça veut dire que les parents n'ont pas continué de parler, les parents ont arrêté de parler, il y a un silence qui s'installe, un silence, parce que sans doute les parents réfléchissent. Nous allons voir dans la slide suivante les raisons de ce silence. Donc ne confondez pas rester et sont restés silencieux. Ici nous sommes sur un verbe pronominal et j'ai beaucoup d'élèves qui me disent « Ah, rester c'est se reposer ». Non, ça c'est to rest en anglais et je rappelle qu'en français c'est rester. Je suis restée au travail jusqu'à 19h, vous ne vous êtes pas reposé au travail, c'est-à-dire que vous avez travaillé jusqu'à 19h. Attention à ce qu'on appelle les faux amis, donc n'essayez jamais de calquer votre langue sur une autre langue, ça vaut aussi pour les Français qui apprennent l'anglais, mais en tout cas ici, mes parents sont restés silencieux, c'est-à-dire que les parents ont arrêté de parler. On va découvrir pourquoi. Je serai rémunérée 700 € par mois. Maman a secoué la tête. Ce n'est pas assez pour vivre à Paris, même dans une chambre de bonne. Vivre à Paris est encore plus cher que vivre à Milan, a dit papa. Tu dois trouver un stage plus près, m'a dit maman. Ou alors tu prends un petit boulot, tu économises, puis tu feras le stage. Espérons que l'entreprise comprendra. Je n'ai pas le temps. Le stage commence le 4 janvier. Alors ici, on a plusieurs choses. Donc vous voyez, je serai rémunérée, c'est un synonyme pour dire je serai payée. Donc le salaire du stage, c'est 700 € par mois. Et comme Giulietta est une fille, on fait l'accord avec et e. Si c'était un garçon, il y aurait juste le et. Alors, je serai, c'est donc le futur. Ne mettez pas je vais être payée. C'est je serai rémunéré, donc le futur qui est simple, c'est-à-dire que lorsqu'elle sera à Paris, je serai rémunérée. Pour le moment, rien n'est fait. Pour le moment, Giulietta ne peut pas dire je vais être rémunérée. Elle n'a toujours pas pris contact avec Léa de la Baume. Elle a accepté, mais elle n'a pas pris contact dans le sens où elle n'a toujours pas de logement. Donc, pour l'instant, si vous suivez un petit peu l'histoire, c'est grâce à Paloma qu'en fait, Giulietta a trouvé le stage et elle a dit oui. Et Paloma a donc transmis cet accord à Léa de la Baume, mais elles ne se sont pas encore rencontrées. Donc peut-être, vous savez que le feeling, peut-être que la bonne entente ne va pas passer. On ne sait donc pas si Giulietta va vraiment aller à Paris. C'est un projet. Je serai rémunérée 700 € par mois. Donc ce n'est pas assez pour vivre à Paris, même dans une chambre de bonne. Alors la maman de Giulietta est un peu plus réaliste que sa fille. Elle connaît le coût de la vie. Et une chambre de bonne, ce sont donc ces petites chambres qui étaient autrefois réservées aux domestiques des riches familles parisiennes, donc notamment au 19e siècle. Et le soir venu, les domestiques logeaient dans une chambre tout en haut avec des toilettes communes sur le palier. Des fois, il y a même des cabines de douche. Et ces chambres de bonne sont toujours en location à Paris. Et il y a fréquemment d'ailleurs des remarques par rapport au fait qu'il y a des personnes qui sont étudiantes qui habitent dans ces chambres de bonne, mais aussi beaucoup de salariés, beaucoup de personnes qui arrivent en France et qui ont un salaire qui pourrait être correct dans une autre ville ou dans un autre pays d'Europe, mais vu le coût des loyers à Paris, ils n'ont pas d'autre choix que de louer une chambre de bonne, sachant qu'une chambre de bonne, le coût minimum c'est entre 500 et 600 €. Vous n'avez pas quelque chose de qualitatif en dessous, et sachant qu'il y a en plus une règle, il faut que la chambre de bonne fasse au minimum 9 mètres carrés, mais habiter dans 9 mètres carrés sous les toits, où il fait en plus extrêmement chaud, et avoir des toilettes partagées, des fois il n'y a même pas de cabine de douche, ce sont des conditions de vie extrêmement précaires, et donc voilà, même si c'est juste pour 3 mois, un peu comme une sorte de camping, ce n'est quand même pas suffisant, puisque Giulietta doit aussi payer sa nourriture, ses
sorties, ses transports pour se rendre sur son lieu de travail. Et comme je vous ai dit, c'est très cher pour très peu de qualité, ça dépanne, mais malheureusement, beaucoup de gens sont condamnés à vivre dans une chambre de bonne suite à des revers de fortune ou à des soucis. Moi-même, à 46 ans, je suis retournée il y a quelques années vivre dans une chambre de bonne pendant 2 ans. Donc voilà, je vous raconte un peu ma vie. Suite à une séparation, j'ai dû revenir le temps de trouver un autre logement et je peux vous assurer que c'est extrêmement dur de vivre dans une chambre de bonne. Alors, sa mère lui dit que ce n'est pas possible. Donc, tu prends un petit boulot. Ici, c'est donc quelque chose de familier. On a donc un langage familier. Tu prends un petit boulot, c'est-à-dire tu prends un travail qui va te permettre de gagner de l'argent. Tu économises, ça veut dire mettre de l'argent de côté. Et elle dit, espérons que l'entreprise comprendra, c'est-à-dire, puisque tu ne peux pas venir tout de suite, le temps d'économiser, sa mère espère que l'entreprise sera compréhensive et qu'ils accepteront de patienter. Mais là, Giulietta lui dit, c'est pas possible parce que le stage commence le 4 janvier. Encore une fois, rappelez-vous la chronologie de l'histoire, nous sommes fin décembre, donc d'ici 2 semaines, Giulietta doit être à Paris et elle n'a pour l'instant que cette promesse de stage et pas de logement. Mais vous savez, quand on est jeune et quand on a un projet, qu'on a vraiment envie de faire ce projet, il n'y a absolument aucun obstacle. À présent, si vous êtes perspicace, vous voyez que nous allons retrouver notre amie Paloma, nous allons dans un club. Coucou, c'est Paloma à nouveau. Ce soir-là, je mixais au club quand j'ai eu une idée. Et si je demandais à mes collègues d'héberger Giulietta? Au club, il y a plein de gens célibataires. Ils seraient sans doute ravis de partager leur loyer avec une colocataire. « Pourquoi tu n'héberges pas ton amie chez toi ?» m'a demandé la barmaid. « J'ai mes raisons, mais je ne veux pas les lui dire. J'aimerais tellement aider Giulietta. » Alors, si vous aimez Paloma, vous avez remarqué que Paloma, c'est un peu le contraire de Giulietta. Elle n'a pas peur de demander des choses, mais elle est des fois un petit peu trop enthousiaste. Je ne pense pas que beaucoup de personnes seraient ravies de partager leur loyer avec une personne qu'ils ne connaissent pas. Déjà, elles ont besoin de la rencontrer, d'en savoir plus, mais vous avez vu que Paloma, c'est quelqu'un qui ose, donc elle va demander à ses collègues s'ils ne pourraient pas héberger son amie. Et on apprend quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'elle-même ne peut pas l'héberger. Donc elle demande aux autres de faire quelque chose qu'elle-même ne peut pas faire, c'est assez drôle. Et vous voyez qu'il y a un petit peu de mystère parce qu'elle dit « j'ai mes raisons, mais je ne veux pas les lui dire ». Donc la barmaid, c'est une collègue, donc c'est la personne qui travaille au bar, c'est la personne qui sert les boissons. Et elle lui pose une question qui est évidente, pourquoi toi tu ne prends pas ton ami chez toi ? Et Paloma donc explique qu'elle a une bonne raison, elle a ses raisons, même il n'y a pas qu'une seule raison, donc on ne sait pas exactement quel est le problème, et elle ne veut pas le partager avec ses collègues. Alors elle a bien raison sur cet aspect-là de garder un certain mystère au travail, parce que effectivement il vaut mieux ne pas toujours raconter sa vie privée à ses collègues, mais pour nous qui suivons l'histoire, que se passe-t-il avec Paloma? Pourquoi elle ne peut pas héberger son amie? On a vu qu'elle était très généreuse, qu'elle s'est vraiment démenée pour lui trouver un stage. Alors démenée, ça veut dire elle a vraiment cherché. Là, elle veut vraiment l'aider à trouver un logement, mais elle ne peut malheureusement pas, elle a ses limites, elle ne peut malheureusement pas l'héberger et on ne sait pas pourquoi. Alors, on revoit également le mot célibataire. Quand on voit un nouveau mot, n'oubliez pas qu'il faut à chaque fois le répéter, le revoir et le réutiliser afin de le consolider. Si vous voyez un mot une fois, vous cherchez la traduction, vous allez vous en rappeler sur le moment, mais après, ce n'est pas évident de vous en rappeler. Alors, excusez-moi, j'ai eu une petite quinte de toux, là, j'ai un peu toussé, donc j'ai dû m'interrompre, donc je reprends. Donc, héberger, qui veut donc dire accepter de prendre Giulietta chez soi. Donc, elle demande à ses collègues d'héberger Giulietta. On revoit le mot loyer, on revoit le mot colocataire. Donc, célibataire, loyer, colocataire, 3 mots que nous avons déjà vus, 3 nouveaux mots à consolider.
Alors, le mot barmaid, c'est un nom de métier, vous voyez, c'est un peu un anglicisme, comme DJ, hein, c'est le métier de Paloma, et c'est un anglicisme aussi, hein, donc vous avez pas mal, dans les métiers notamment, un petit peu branchés, un petit peu comme ça, dans la mode, dans la musique, quelques mots en anglais. Donc c'est la personne, la barmaid, la personne qui sert les boissons, qui prépare également les boissons. Donc on peut dire le barmaid ou non, le barman, pardon, puisque maid c'est jeune fille, excusez-moi, le barman et la barmaid pour la jeune femme. Alors il y a également sans doute. Donc sans doute, ils seraient sans doute ravis de partager leur loyer avec une colocataire. Sans doute, c'est ici un synonyme de certainement. Donc Paloma est quelqu'un d'assez naïf, elle pense que effectivement les personnes seraient ravies. Et là on a le conditionnel. Vous voyez, il serait sans doute, j'aimerais tellement aider Giulietta. Donc ici on a l'emploi du conditionnel parce que vous avez l'expression du souhait, j'aimerais tellement aider. Et vous avez il serait, donc elle... Paloma fait l'hypothèse que ses collègues seraient ravis, en gros s'ils connaissaient Giulietta, de partager leur loyer avec une colocataire. Donc vous allez voir dans la vidéo, on va ensuite donner la règle du conditionnel, on va le voir de manière un petit peu plus forte, là c'est très très léger, on va le voir un petit peu plus fort dans la suite de la vidéo, donc restez avec nous. Vivre à Paris coûte très cher. C'est l'une des capitales européennes les plus prisées. J'ai beaucoup de chance d'avoir un appartement dans Paris intramuros. Je ne suis pas obligée de prendre les transports en commun ou pire, la voiture. Après avoir demandé à plusieurs collègues, j'ai dû me faire une raison. Ce n'est pas eux qui allaient résoudre cet obstacle. Je me suis dit que je devais élargir mes recherches. C'est alors que j'ai pensé à Fabrice. Alors ici on a pas mal de vocabulaire et on va voir notamment vivre à Paris coûte très cher. Donc le coût de la vie. Donc vous voyez, quand on dit le coût, on ne dit pas le coût hein, pour les personnes qui apprennent le français, on ne prononce pas la dernière consonne parce qu'en fait on peut ensuite décliner. Donc vous voyez, coûter. Donc vivre à Paris, c'est très cher. Et une des capitales européennes les plus prisées, c'est-à-dire une des capitales les plus demandées. Beaucoup de gens veulent habiter à Paris. Donc c'est un peu la loi de l'offre et de la demande, il n'y a pas non plus énormément de logements disponibles et donc c'est quelque chose de recherché. Alors on a le mot intramuros. Beaucoup de gens disent j'habite à Paris et n'habitent pas à Paris, ils habitent en banlieue. Je suis désolée mais on est parisien quand on habite à l'intérieur de Paris. Quand par exemple on habite à l'intérieur de Lyon, on est lyonnais et quand on habite... Par exemple, à Bordeaux, on est bordelais. Alors, il y a d'autres villes autour hein, qui ont donc un nom. Par exemple, si vous habitez à Saint-Denis, qui est une commune vraiment juste à côté de Paris, vous êtes ce qu'on appelle un dionysien ou une dionysienne. Donc, vous habitez en région parisienne, mais vous n'habitez pas intramuros. Vous voyez, c'est un mot latin. C'est pour ça que là, je prononce le S. Normalement, on ne prononce pas la dernière consonne, et S est une consonne. Intramuros, c'est-à-dire à l'intérieur de Paris, donc vous habitez réellement Paris. Donc on apprend que Paloma, elle habite réellement dans Paris, donc elle n'habite pas en banlieue. Elle n'est pas obligée de prendre les transports en commun. Les transports en commun, donc c'est le bus, le métro, le tramway. Donc elle n'est pas obligée. Et elle dit, ou pire, là, 2 points, la voiture. Alors, pour toutes les personnes qui ont fait l'expérience à Paris, prendre la voiture à Paris, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'elle dit « ou pire », c'est-à-dire que là, c'est vraiment quelque chose de plus grave que de prendre les transports en commun pour Paloma, parce que la voiture, c'est quelque chose qui, malheureusement, il est très difficile d'échapper aux embouteillages, et ensuite, c'est très difficile de se garer. Il faut ensuite payer dans un parking, mais des fois les parkings sont pleins. Bref, préférez le vélo hein, si vous ne voulez pas marcher. Mais là, on devine que Paloma doit marcher puisqu'elle dit « je ne suis pas obligée de prendre les transports en commun ou la voiture ». Alors peut-être elle a un vélo ou peut-être elle marche.
De toute façon, d'expérience, vous pouvez faire Paris en marchant, il suffit juste de s'organiser et même si ça peut prendre un certain temps, si vous faites du nord au sud, en tout cas, de temps en temps, c'est quand même mieux de marcher, sachant que les transports en commun sont assez bondés. Bondés, ça veut dire qu'il y a donc beaucoup de monde dans les transports en commun. Alors, j'ai dû me faire une raison. En fait, après avoir demandé à plusieurs collègues, j'ai dû me faire une raison. C'est-à-dire ici, donc on est au passé composé, c'est que elle a demandé, et voici le résultat. Donc lorsqu'elle nous raconte son histoire, eh bien elle a dû accepter. J'ai dû me faire une raison, j'ai dû accepter. Tout à l'heure on a vu, j'ai mes raisons, mais je ne veux pas les dire. Ça veut dire j'ai il y a quelque chose qu'elle peut expliquer pourquoi elle ne peut pas héberger son ami. Mais ici, c'est un autre sens du mot raison. J'ai dû me faire une raison, ça veut dire j'ai dû accepter. Elle a dû accepter que ses collègues n'allaient pas héberger Giulietta. Bon, bah, d'une part, parce qu'ils ne la connaissent pas, et puis d'autre part, voilà, ils n'ont peut-être pas aussi pas la possibilité. Elle ne peut pas, donc peut-être que ses collègues aussi ne peuvent pas. Ce n'est pas eux qui allaient résoudre cet obstacle. Alors résoudre, trouver une solution. Et obstacle, bien l'obstacle du logement. Donc ce ne sont pas ses collègues qui vont résoudre le problème. Mais au lieu de mettre le mot problème, j'ai mis obstacle parce que la chose qui pour l'instant empêche Giulietta de venir à Paris, c'est qu'elle n'a pas de logement. Je me suis dit que je devais élargir mes recherches. Alors élargir, ici, ça veut dire qu'elle doit chercher un petit peu plus loin dans ses connaissances ou auprès peut-être d'autres opportunités. Ça pourrait être une agence immobilière par exemple ou une association d'étudiants. Et en fait, non, pas du tout. Paloma, elle continue à être sur l'humain puisque c'est alors que j'ai pensé à Fabrice. Tout d'un coup, elle pense à un nouveau personnage qui va être assez important dans l'histoire, qui s'appelle Fabrice, et on va le découvrir tout de suite. Fabrice, c'est ma bonne copine. Ce n'est pas ma meilleure amie comme Giulietta, mais il m'aide un grand soutien au quotidien. Ce n'est pas parce que je souris tout le temps et que je fais la fête sans arrêt que tout va bien. Fabrice l'a bien compris et il m'offre son oreille attentive. Il est célibataire en ce moment. Je vais lui demander d'héberger Giulietta pendant 3 mois. Alors ici, vous voyez, encore une fois, j'avais envie de casser un peu les stéréotypes. Dans toutes les séries, vous avez la meilleure amie gay, c'est-à-dire le copain qui donc est toujours là, agréable avec les personnages principaux. Et bien sûr, je l'ai intégré un petit peu en termes parodiques, mais vous vous doutez bien que Fabrice ne va pas être à 100% comme dans toutes les séries. On va essayer d'être un petit peu plus réaliste. Donc Fabrice est néanmoins très empathique, c'est-à-dire il écoute, il est d'un grand soutien au quotidien et il offre son oreille attentive, c'est-à-dire qu'il écoute les problèmes de Paloma. Dans cette diapositive, nous apprenons donc que malgré une apparence joyeuse, Paloma a certainement des ennuis et ça c'est très intéressant de réfléchir. Les gens nous proposent une apparence, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur ils ne souffrent pas de certains tourments ou de problèmes. Pour l'instant nous avons eu des petites nuances, des petites informations, des indices qui nous montrent que finalement la vie de Paloma n'est peut-être pas aussi géniale qu'il n'y paraît. Donc on voit qu'il m'aide un grand soutien, c'est-à-dire il l'aide beaucoup, donc sur un plan psychologique. Faire la fête sans arrêt, c'est-à-dire que donc elle ne s'arrête pas de faire la fête, puisqu'elle est DJ. Elle est donc en train de mixer, mais peut-être aussi sort-elle beaucoup, peut-être quand elle ne travaille pas, elle va aussi peut-être dehors. Pour l'instant, on ne connaît pas encore beaucoup de choses de la vie de Paloma. L'expression « il m'offre son oreille attentive », donc c'est quelqu'un qui a la patience d'écouter sans juger, et c'est quelque chose d'assez rare, donc c'est un bon ami. Il est célibataire en ce moment, donc encore une fois, je vous ai remis ce mot parce que c'est des mots qu'il faut consolider. Quand vous apprenez un mot, il faut le revoir, le répéter et le réutiliser.
Et donc, je vais lui demander, ici j'ai un futur proche, parce qu'elle a prévu de lui demander, elle va le faire tout de suite. D'ailleurs, ensuite, nous allons voir son email et les échanges de textos. Donc, je vais lui demander, vous voyez, donc là, je suis d'accord qu'on utilise ce qui s'appelle un futur proche, parce que l'action va être imminente. Ensuite, vous regardez pendant 3 mois, donc en fait, on a besoin que Giulietta soit hébergée pendant 3 mois, janvier, février, mars. Donc c'est l'adverbe pour la durée. Voilà, elle va lui demander cette faveur, ce service pour une durée de 3 mois. Alors, l'occasion de découvrir Fabrice, c'est l'occasion aussi de jeter un œil à des échanges de textos. Salut Fab, Pal, tout va bien? Coup-ci, coup-ça, j'ai besoin de ton aide. Il se passe quoi? Je t'envoie un mail. Alors, on voit ici beaucoup de choses, c'est un langage informel, salut Fab, donc vous voyez, elle ne dit pas Fabrice, elle dit Fab, et lui ne dit pas Paloma, il dit Pal, donc la première syllabe de son nom, c'est certainement les surnoms, donc les petits noms qu'ils se sont donnés précédemment, et c'est comme ça qu'ils communiquent. Alors vous voyez qu'il est très poli, hein, ce Fabrice qui aime beaucoup le rose, hein, il a un très joli manteau rose, donc Fabrice porte un manteau rose. Hein, n'oubliez pas le verbe porter qu'on a vu tout à l'heure. Donc il lui demande si tout va bien et elle lui répond coup-ci, coup-ça. Coup-ci, coup-ça, ça veut dire oui et non. Voilà, donc c'est une expression qui veut dire tout simplement oui ça va et en même temps ça ne va pas. D'ailleurs, elle lui explique pourquoi, j'ai besoin de ton aide. Et lui, il répond de manière informelle, il se passe quoi? Si je répondais de manière plus formelle, je dirais que se passe-t-il? Vous voyez, là, ça a une forme de phrase affirmative alors que c'est une question, mais c'est une façon de parler très naturelle, c'est pourquoi je vous l'ai donné. Et Paloma va utiliser un anglicisme avec mail. Normalement, on pourrait dire aussi je t'envoie un courriel, mais bon, elle parle avec son ami de manière détendue, donc je t'envoie un mail. Sans doute, elle a compris qu'il fallait un petit peu plus exposer la situation de Giulietta pour convaincre cette amie, plutôt que de lui demander tout de suite d'héberger quelqu'un. Donc elle va lui envoyer un courriel afin de lui formuler sa demande. Alors décidément, on rentre dans la correspondance privée de Fabrice. Donc avec Fabrice, donc on apprend qu'il s'appelle Fabrice Martin. Au sujet besoin d'aide. Salut mon Fab, je voudrais te demander une grande faveur. Je t'ai déjà parlé de ma meilleure amie Giulietta. Elle doit venir faire un stage à Paris de janvier à mars chez la styliste Léa de la Baume, mais elle n'a pas d'argent pour se loger. Accepterais-tu de la loger pendant cette période? Je t'offrirai toutes tes boissons au club si tu me rends ce service. Alors, ici vous voyez, donc c'est le courriel de Paloma à Fabrice, samedi 23 décembre 2023 à 11h35. Alors plusieurs choses, ici Paloma a compris qu'il fallait mieux exposer la situation de son amie et elle négocie, vous voyez, elle propose un échange, si tu héberges mon ami pendant 3 mois, je t'offrirai toutes tes boissons au club, donc c'est quand même, si Fabrice sort, c'est d'une manière de le rémunérer et c'est aussi une manière de, on va dire en français, lui forcer la main, c'est-à-dire de l'influencer pour qu'il accepte. Alors salut mon Fab, en fait on sait qu'elle l'appelle Fab, c'est son surnom, et mon Fab, vous voyez, c'est un petit terme affectueux. Et je ne sais pas si vous avez vu le titre de ce chapitre, La bonne copine. C'est un jeu de mots, on devine que Fabrice est donc homosexuel, et une bonne copine, c'est une expression qu'on utilise en France pour, de temps en temps, pas toujours, ça peut être bien sûr pour parler d'une amie du même sexe que nous, mais ça peut être aussi une amie, un ami qui est donc homosexuel de manière affectueuse. Et je voulais également un petit peu détourner les codes dans toutes les séries. Vous avez le meilleur ami gay qui est toujours serviable, attentionné, donc ce qu'on appelle la bonne copine. Et donc c'est un petit jeu de mots. Bien sûr, tout le monde n'emploie pas ce terme, mais certaines personnes l'emploient de manière plutôt affectueuse. Hein, c'est pas du tout péjoratif. Donc Fabrice, c'est la grande copine de Giulietta, puisque elle se confie à lui, donc elle a besoin d'avoir un ami auprès d'elle. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est de la relation, hein, si Fabrice va accepter
d'aider notre chère Paloma. Donc, je voudrais te demander une grande faveur. Donc, en fait, c'est une faveur, c'est un nouveau mot, elle demande de l'aide, hein, vraiment un grand service. Donc, chez la styliste Léa Delabaume, donc en fait c'est là où on explique, elle va travailler chez la styliste Léa Delabaume. Lorsqu'une personne, un commerce, c'est par rapport à une personne, le coiffeur, le dentiste, ou par exemple l'esthéticienne, on va dire chez. Hein, donc elle va aller chez la styliste Léa Delabaume. Elle n'a pas d'argent pour se loger. Après, pour, vous avez toujours un infinitif. Elle n'a pas d'argent pour visiter, elle n'a pas d'argent pour s'acheter des vêtements de créateurs. Et là, vous avez une bonne formulation de la question. Accepterais-tu de la loger pendant cette période? Je t'offrirai toutes tes boissons au club si tu me rends ce service. Donc ici, vous avez vraiment comment dire, une demande. Donc accepterais-tu, c'est au conditionnel. Encore une fois, je vous ai dit progressivement, on va avoir de plus en plus de conditionnels. Donc elle lui pose la question, et comme elle est très polie, parce qu'elle essaie qu'il dise oui, on pose la question au conditionnel. C'est un petit peu comme quand vous allez au restaurant et vous dites je voudrais avoir la carte s'il vous plaît. Alors vous voyez, ensuite je t'offrirai, par contre là c'est pas au conditionnel, même si on a le même son est, ici c'est je t'offrirai, c'est au futur. Donc je t'offrirai, c'est dans le cas où tu accepterais, eh bien je t'offrirai dans le futur, je t'offrirai bien sûr tes boissons, donc je paierai tes consommations lorsque tu viendras au club, si tu me rends ce service. Alors ici dans la construction du conditionnel, vous avez la première partie, donc le si, vous voyez, on pourrait mettre également si tu me rends ce service, je t'offrirai toutes tes boissons au club. Moi j'ai choisi de mettre dans l'autre sens parce que Paloma met déjà son premier argument, sa première argument de négociation, je t'offrirai si tu me rends ce service. Donc le verbe au présent, le deuxième verbe au futur. Voilà, mais ici, il faut donc comprendre la phrase en renversant. Hein, si vous apprenez, la condition dans le futur, c'est de me rendre ce service. Et si tu me rends ce service, à ce moment-là, je t'offrirai tes boissons au club. Donc, on aurait très bien pu écrire, si tu me rends ce service, je t'offrirai toutes tes boissons au club. Regardez bien la partie également qui va parler de la construction du conditionnel. Alors, pour le moment, on ne sait pas si Fabrice va dire oui ou non, mais en tout cas, vous avez un petit jeu pour essayer de décoder, de savoir s'il va dire oui ou non. Donc, vous avez en fait un alphabet qui correspond à des dessins, et si vous arrivez à décoder le message, vous aurez la réponse de Fabrice. Voilà, donc à votre avis, que va répondre notre cher Fabrice ? À présent, nous allons retrouver Arthur, Arthur qui ne connaît pas encore Giulietta, donc est dans le chapitre 6, déjeuner avec son ex. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec mon ex Carla à la galerie Vivienne. Nous n'allons pas voir des tableaux mais déjeuner à son restaurant préféré. Carla adore les passages couverts. Cela lui rappelle l'Italie où nous sommes partis en vacances l'année dernière. Alors ici, galerie, une galerie c'est bien sûr un endroit où on expose des tableaux, mais c'est aussi un synonyme de passage couvert. Je vous ai mis une photo de la galerie Vivienne. Vous voyez donc que c'est une sorte de rue qui est couverte. On a ça également en Italie, notamment à Milan. Et à Paris, donc, vous avez un quartier qui est vraiment dédié, enfin à cette partie-là, dédié, quand je dis dédié, c'est-à-dire qu'on en retrouve beaucoup. Et c'est donc dans le nord de Paris, donc c'est pas très loin du centre, mais c'est un lieu bien sûr très touristique, et la galerie Vivienne, c'est un lieu où vous avez donc des boutiques et aussi des restaurants, des salons de thé très agréables, et vous en trouvez beaucoup dans le quartier de Bourse, rue Montmartre, pas très loin du musée Grévin. Je vous laisse un petit peu chercher.
Donc, galerie peut être synonyme de passage couvert, mais peut également vouloir dire un endroit où on expose des tableaux. Donc, pensez toujours, lorsqu'on rencontre un mot, aux différents sens, donc à la polysémie, aux différents sens possibles. Alors, si on réfléchit un petit peu du point de vue de l'histoire, déjeuner avec son ex, c'est assez rare. C'est peut-être des fois parce qu'on a des choses à régler, ou peut-être ils sont restés très amis. Et en plus, Carla a choisi un endroit qui leur rappelle des vacances communes. C'est un petit peu maladroit comme situation parce qu'ils ne sont plus ensemble. Elle est partie, je vous rappelle, pour un collègue, donc ce n'est pas quelque chose de très sympathique pour Arthur. Mais néanmoins, elle souhaite déjeuner dans un cadre qui rappelle leurs souvenirs communs. Vous avez donc deviné et lu entre les lignes que ce déjeuner, cette rencontre va être un petit peu spéciale, surtout pour Arthur, hein, et que c'est donc Carla qui mène le jeu, hein, qui donc décide, puisqu'il a quand même accepté de venir. Donc ici, on a Carla adore les passages couverts. Vous voyez l'expression de sa préférence. Elle aime cet endroit. Et nous avons encore ici de l'élision avec l'Italie. Ça lui rappelle quoi? L'Italie qui commence par un I. Donc on va me faire un L apostrophe. On retrouve l'élision dans j'ai rendez-vous. Vous voyez, J apostrophe. Nous n'allons pas. Vous voyez, N apostrophe. Donc c'est nous n'allons pas. Donc ici une forme négative. Nous n'allons pas voir des tableaux, mais déjeuner à son restaurant préféré. Ici, on a un adjectif qui est préféré, qui est donc masculin singulier, puisque restaurant masculin singulier. Et on a également la notion du temps, l'année dernière. Donc, il y a un an, c'est l'année dernière. Et le contraire de l'année dernière, eh bien, c'est l'année prochaine. Personnellement, cela m'ennuie déjà. J'aime beaucoup Carla, mais j'ai peur de déjeuner en tête-à-tête avec elle, car elle m'a quittée pour mon collègue, et je ne comprends pas pourquoi elle veut rester amie avec moi. Je comprends qu'Idir soit désagréable au travail avec moi. Je me demande bien de quoi nous allons parler avec Carla. Alors, ici, j'ai fait quelques répétitions exprès pour vous permettre de comprendre la situation. Mais bien sûr, lorsque je parlerai, je comprends qu'Idir soit désagréable au travail. De manière implicite, on devine qu'il est désagréable pas avec les autres collègues, mais avec Arthur. Donc c'est vrai que pour un style un petit peu plus joli, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis des parenthèses. Je comprends qu'Idir soit désagréable au travail. Comme on connaît la situation, on sait... de quoi il en retourne, hein, donc on sait pourquoi Idir n'est pas content, tout simplement parce que deux ex qui déjeunent ensemble, ça ne fait pas forcément plaisir au nouveau compagnon. La même chose, j'ai mis entre parenthèses avec Carla, parce que on sait qu'il a rendez-vous avec Carla, pas besoin de préciser, donc on peut très bien dire « je me demande bien de quoi nous allons parler ». Donc, on se doute bien qu'il va parler avec son ex pendant le déjeuner. Alors, déjeuner en tête-à-tête, c'est-à-dire un déjeuner où vous êtes seulement deux personnes. Donc, notamment, ça a une connotation plutôt amoureuse. On déjeune en tête-à-tête lorsqu'on veut passer un déjeuner romantique. Et là, passer un déjeuner romantique avec son ex qui, en plus, est en couple avec son collègue, c'est vraiment une situation extrêmement maladroite. Et on peut comprendre qu'Arthur soit un petit peu déstabilisé. Et c'est pourquoi il dit « je ne comprends pas pourquoi elle veut rester amie avec moi ». Donc peut-être qu'Arthur est plutôt un partisan, d'une fois que c'est terminé, de ne plus se voir. En tout cas, on a des informations sur son comportement, sur ce qu'il pense. Cela m'ennuie déjà. Donc ici, c'est un verbe pronominal, s'ennuyer, et vous voyez, il faut conjuguer. Donc je m'ennuie, tu t'ennuies, il s'ennuie, nous nous ennuyons, vous vous ennuyez, il s'ennuie. Donc révisez bien les verbes pronominaux. Et on a personnellement, donc c'est un adverbe dans lequel il parle de lui, vraiment ses sentiments personnels. En fait, ce déjeuner l'ennuie. Et pourquoi déjà? C'est-à-dire qu'il n'a même pas commencé, le déjeuner n'a même pas commencé, qu'il est déjà ennuyé. Vous voyez, parce qu'il sait que cela aura des conséquences. Son collègue Idir sera très fâché sans doute du déjeuner. Ou du moins, s'il l'a accepté, il ne sera pas du coup très gentil avec lui, il ne sera pas ravi. Et en plus, c'est un petit peu désagréable quand vous venez de vous faire quitter, que la personne veuille vous revoir et vous ne savez absolument pas ce qu'elle attend de vous. Donc on se met un petit peu à la place d'Arthur, hein, ce n'est pas forcément une situation très agréable.
Je préférerais déjeuner avec ma mère. Maman est veuve. Mon père est mort quand j'avais 7 ans. Il est mort de la tuberculose. Je ne me souviens pas très bien de lui. Mon frère adoptif, Louis, encore moins. Il avait 3 ans à l'époque. Depuis, notre mère est très protectrice avec nous. Il n'y a que ses fils et son travail qui l'intéressent. Je devrais passer plus de temps avec elle. Alors dans cette diapositive, on a des révisions de mots qu'on avait déjà vus comme frère adoptif. Donc on sait que Arthur a un frère adoptif qui s'appelle Louis, donc ils n'ont pas les mêmes parents. Et on découvre un petit peu des choses sur sa situation familiale. Alors veuve, c'est-à-dire que son mari est mort, elle n'est pas divorcée, elle n'est pas séparée, elle est veuve. Et justement, Arthur nous raconte que son père est mort quand il était donc enfant, donc quand il avait 7 ans, et que son père est mort d'une maladie. Donc il est mort de quoi, vous voyez, et la tuberculose. Alors pourquoi j'ai mis la tuberculose comme cause de décès? Parce que malheureusement à Paris, mais aussi dans d'autres villes, c'est une maladie qui avait disparu au 19e siècle et qui revient. Donc faites très attention, pensez à être à jour de vos vaccins. Sachez qu'il y a des vaccins obligatoires à Paris et donc c'est une maladie mortelle. On apprendra un petit peu pourquoi en fait le père d'Arthur est décédé de cette maladie plus tard dans l'épisode, dans la série. Pour le moment, c'est juste pour vous montrer la structure. Lorsqu'on raconte un petit peu sa vie, qu'on parle de soi de manière intime, vous voyez, on donne des informations sur sa situation familiale, et là, il explique de quoi donc son père est mort. Mais si ça avait été d'un accident de voiture, vous voyez, ça commence par une voyelle, donc on aurait fait une élision. Le mot tuberculose est féminin, donc de là. Vous voyez, donc article partitif féminin singulier. Alors c'est pas très gai tout ça. Alors Louis justement qui avait 3 ans au moment du décès du papa, donc Louis se rappelle pas vraiment de son père non plus. Et depuis, c'est-à-dire à partir de cette période, lorsqu'elle a perdu son mari, eh bien la mère d'Arthur est très protectrice, c'est-à-dire elle s'occupe beaucoup de ses fils et elle veut qu'ils aient le meilleur dans leur vie. D'où l'expression « il n'y a que ses fils et son travail qui l'intéressent ». Donc c'est vraiment une maman qui est dédiée, qui est dévouée à ses garçons et à son travail. Donc on avait expliqué qu'elle gérait une boutique de fleurs. Donc vous verrez que c'est important aussi parce que les fleurs, bien sûr, c'est très romantique. En tout cas, donc voilà, sa maman, Marie-France, ne s'intéresse qu'à ses fils et à son travail. Et du coup, Arthur dit « je devrais passer plus de temps avec elle ». Vous voyez, ici, on va donc utiliser cette formule parce que notre cher Arthur a vraiment un peu de culpabilité. Il ne passe pas assez de temps avec sa mère alors que sa mère lui consacre beaucoup de temps. Donc, il dit également « je préférerais déjeuner avec ma mère », c'est vous dire si le dîner avec Carla l'ennuie. Et ici, je préférerais, donc un conditionnel, et je préférerais déjeuner avec ma mère, AIS, vous voyez. Et nous en savons un petit peu plus sur ce personnage, sur ses relations, également sur ce qu'il pense. Et je voulais aussi revenir sur encore moins. Donc encore moins, c'est que Arthur a de vagues souvenirs de son père, mais Louis a encore moins de souvenirs. Donc ici, vous voyez, c'est une manière, on aurait pu dire Louis a moins de souvenirs, mais encore moins, ça traduit l'idée qu'il a vraiment très peu de souvenirs. Voilà, tout simplement. La galerie Vivienne est à proximité du métro Opéra. Je dois prendre le métro pour y aller. J'habite dans le 16e arrondissement, près du métro Église d'Auteuil. D'habitude, je marche car je n'aime pas prendre le métro. C'est sale, bruyant, plein de monde. Il faut cependant reconnaître que c'est très pratique. Je dois vérifier l'itinéraire de chez moi vers le restaurant. Alors ici, vous avez des choses en rose et j'ai mis également des petits mots en violet pour lorsque l'on part d'un point A vers un point B, on prend l'expression de vers. Donc par exemple, je pars de Londres vers Paris. Je pars de Paris vers Londres. Voilà. Donc ici, Arthur va partir de chez lui pour aller au restaurant. Donc je dois partir de chez moi pour aller vers le restaurant, pour aller au restaurant. Donc de vers, c'est justement
pour, voyez, de chez moi vers le restaurant. Donc le point A c'est chez moi et le point B c'est le restaurant. Alors à proximité ça veut dire à côté. Donc, à chaque fois, on essaie d'avoir des synonymes pour essayer d'enrichir le vocabulaire. Donc, on pourrait dire aussi la Galerie Vivienne est à côté du métro Opéra. La Galerie Vivienne n'est pas loin du métro Opéra. Là, on a pris à proximité. Donc, même lorsqu'il va sortir du métro, il va marcher, mais peut-être 1 ou 2 minutes. Ce n'est pas très loin. Je dois prendre le métro pour y aller. Alors, ici, on a l'obligation. Je dois. Et on a une règle qui ne change pas quand le premier verbe est conjugué, le deuxième est à l'infinitif. Donc, doit, c'est le verbe devoir. Donc, prendre est à l'infinitif. Je dois prendre. Alors, il prend le métro pour y aller. Ici, le i, donc vous voyez le y qui se prononce i, ça remplace le groupe nominal la Galerie Vivienne. Donc, c'est un lieu, il va dans un lieu. Et après, pour, vous savez que le verbe est à l'infinitif. Donc, pour y aller, donc en fait pour aller à la Galerie Vivienne. Alors j'ai envie de vous dire que c'est un peu la double peine pour Arthur, non seulement il doit déjeuner avec son ex, mais en plus il doit prendre le métro. Bref, c'est pas la chose la plus agréable, d'autant plus qu'il vous dit qu'il habite dans le 16e arrondissement. Si vous connaissez un peu Paris, c'est assez excentré. Et il est dans un métro qui s'appelle, il est près d'un métro, pardon, qui s'appelle Église d'Auteuil, un métro très peu fréquenté et donc qui est aussi assez excentré vu qu'on est dans cette partie du 16e tranquille, moi une partie que j'aime beaucoup, mais une partie qui est loin du centre. Donc d'habitude, il préfère marcher. Et d'expérience, je peux vous dire, oui, c'est plus sympathique de marcher, même si effectivement ça va prendre un certain temps. Et il nous explique pourquoi il n'aime pas prendre le métro. Et là, on a des adjectifs qualificatifs, donc sale. Donc le contraire de sale, c'est propre. Bien, en fait, le métro de Paris n'est pas très propre, même s'ils font des efforts. Par comparaison, moi j'avais pris le métro à Copenhague et je peux vous raconter une petite anecdote. J'ai pris le métro à Copenhague et à Copenhague, il y avait des enfants qui jouaient avec des petites voitures sur le sol et c'était hyper propre. C'était propre. Et je comprenais que, bon, même si les parents ensuite leur ont dit non, tu ne joues pas sur le sol, c'est sale, parce que c'est quand même un endroit où beaucoup de gens marchent avec des chaussures. Mais par rapport à Paris, mais c'était hyper propre. Alors, bruyant, c'est un adjectif pour dire il y a beaucoup de bruit. Pareil, j'ai pris le métro notamment en Scandinavie, je peux vous assurer que par rapport au bruit, cela n'a rien à voir. En France, c'est extrêmement plein de bruit. Alors le bruit, c'est notamment le bruit des machines, le bruit aussi par rapport à la construction du métro, mais aussi vous avez beaucoup de gens qui viennent chanter, qui vont donc demander aussi de l'argent, hein, des personnes qui sont dans le besoin. Et par conséquent, il y a énormément de bruit, sans compter que les gens ne sont pas toujours très respectueux et peuvent parler au téléphone, donc on entend toute la conversation, écouter de la musique sur leur téléphone portable, on entend tout. Voilà, donc c'est vrai que ce n'est pas un endroit très relaxant, le métro parisien. Plein de monde. Plein de monde, c'est-à-dire il y a une foule, il y a énormément de gens dans le métro. Alors ça, je pense que c'est valable dans beaucoup de capitales européennes, surtout à ce qu'on appelle les heures de pointe, c'est-à-dire les heures où les gens vont travailler. Et donc, les gens à Paris préfèrent prendre le métro parce que c'est compliqué d'avoir une voiture. Beaucoup de gens prennent le vélo, mais ce n'est malgré tout pas suffisant pour réguler. Sachez d'ailleurs qu'à Paris, il y a des nouvelles stations de métro qui ont ouvert justement parce qu'il y a un fort usage du métro et donc on a besoin d'avoir des stations nouvelles qui desservent des endroits un petit peu plus loin, hein, le fameux Grand Paris, mais aussi pour comment dire alléger hein, le trafic du métro qui est vraiment à certaines périodes marcher, quoi, faites du sport parce que c'est vrai que c'est pas une expérience forcément agréable. Mais comme dit Arthur, il faut reconnaître que c'est très pratique. On a besoin du métro si par exemple on ne peut pas marcher pour des raisons de santé, si aussi on est pressé. Voyez, donc Arthur qui habite le 16e arrondissement pour aller dans le centre, c'est vrai qu'il pourrait marcher, mais dans ces cas-là, il faudrait qu'il parte de chez lui très très tôt, genre à 9h30 pour arriver à midi. Il a autre chose à faire sans doute. Il pourrait peut-être partir un peu plus tard, ou il pourrait prendre un vélo, mais en tout cas, il préfère ne pas non plus
gâcher toute sa soirée. On va voir d'ailleurs comment il va sa journée, pardon. On va voir comment il va s'organiser et il reconnaît que c'est très pratique. Donc je dois vérifier l'itinéraire. L'itinéraire, c'est-à-dire le chemin, quelle ligne il doit prendre. On a toujours des options, donc il y a des lignes plus rapides, mais peut-être des lignes qui sont avec plus de monde. Peut-être qu'il peut prendre un itinéraire avec moins de gens. Bref, il doit aussi vérifier le temps nécessaire. Et c'est ce qu'on va voir, et justement on va voir dans les diapositives suivantes comment faire une sélection et comment calculer ce temps de trajet pour organiser notamment vos visites ou si vous avez un rendez-vous. Voici donc l'occasion de comprendre comment on réserve un ticket de métro, un trajet dans les transports en commun avec cette diapositive. Alors je vous invite également à revoir une vidéo que l'on avait fait, vocabulaire utile pour les transports en commun. Je la mets en description de cette vidéo. Alors ici vous avez l'écran lorsque vous allez acheter votre billet et où voulez-vous aller? Donc on va répondre à cette question en remplissant les champs ci-dessous. Donc vous avez 2 qui est le point de départ, l'endroit d'où vous partez. On se rappelle qu'Arthur part d'Église d'Auteuil. A, c'est le point d'arrivée. C'est l'endroit où vous voulez aller. Donc il va à Opéra. Vous avez une petite option qui s'appelle itinéraire accessible avec un pictogramme d'une personne dans un fauteuil roulant. C'est une option pour les personnes à mobilité réduite. Il existe quelques stations avec des ascenseurs et donc c'est intéressant lorsque vous pouvez planifier votre itinéraire si vous avez besoin pour X raisons, donc X raisons ça veut dire quelle que soit la raison, vous avez besoin d'avoir des ascenseurs, vous avez besoin d'avoir quelque chose d'accessible parce que vous avez du mal à vous déplacer ou vous êtes une personne handicapée, donc à mobilité réduite, vous pouvez cocher cette option et ainsi le programme va vous proposer des itinéraires compatibles avec votre situation. Alors ensuite, il y a départ. Alors vous voyez, c'est le moment où vous partez. Alors on peut aussi choisir, il y a une option, je ne l'ai pas mis là, l'arrivée. Si par exemple j'ai besoin d'arriver à 10h30, il va me faire une proposition. Là, j'ai choisi de prendre l'option départ. Donc je vais renseigner le calendrier le jour où je veux partir, donc le jour auquel vous voulez partir. À côté de l'endroit où il y a une petite horloge, l'heure à laquelle vous partez de chez vous. Et quand vous avez tout renseigné, vous cliquez sur le bouton on y va, vous appuyez sur ce bouton quand vous avez renseigné les autres champs. Alors selon les villes, vous avez des fois calculé l'itinéraire, ou on y va, donc qui est donc une expression un petit peu familière, mais en même temps qui veut dire allons-y, vous voyez. Donc voilà, qui permet de vous mettre en confiance. La première fois qu'on utilise un distributeur pour acheter des billets dans une autre langue, ce n'est jamais très confortable. Donc voilà un petit peu une sorte de les choses que vous devez connaître pour vous débrouiller face à cette situation. Alors on continue dans notre exploration, donc vous voyez les itinéraires, donc Arthur renseigne les champs pour obtenir son itinéraire, il répond à la question où voulez-vous aller, de Église d'Auteuil métro à Opéra métro, donc Arthur part de l'Église d'Auteuil et il va à l'Opéra, il a mis que c'était le jour le 22 décembre 2023 et qu'il partait à 11h, puisqu'il va déjeuner, c'est très bien de partir à 11h et il va cliquer sur on y va. Je vérifie toujours mon itinéraire avant de prendre le métro pour ne pas arriver en retard. Je ne suis pas très ponctuelle en général, mais je ne vais pas faire attendre Carla, même si c'est mon ex. Alors ici, arriver en retard, c'est-à-dire ne pas respecter l'heure convenue. Donc pour un déjeuner, généralement, en France, on déjeune entre midi et 14h. Donc on ne sait pas ce qu'ils ont convenu ensemble, on ne sait pas encore. En tout cas, partir à 11h, quand vous êtes dans Paris intramuros, comme à l'intérieur de Paris, ça paraît logique. Et on apprend qu'Arthur n'est pas très ponctuel, c'est-à-dire qu'en temps normal, il n'arrive pas à l'heure, il est souvent en retard. Donc le contraire d'être en retard, c'est être ponctuel, être à l'heure. Alors, je ne vais pas faire attendre Carla, c'est-à-dire il ne veut pas que Carla l'attende. Il est donc poli, on apprend des choses un petit peu sur sa psychologie. Vous voyez, il est quand même ce qu'on va dire en français bonne patte, c'est-à-dire qu'il accepte de déjeuner avec son ex
bon, même si ça l'ennuie, il fait la concession et il tient quand même à être correct, à être gentil et à ne pas la faire patienter, à ne pas la faire attendre. Et même si c'est mon ex, ça veut dire que même si, ça veut dire, là ici, ce n'est pas un conditionnel, ça veut dire bien que ce soit son ex, il décide quand même de la respecter et d'être à l'heure au rendez-vous. Si je prends le métro, il me faudra 23 minutes pour arriver à Opéra. En vélo, cela prendra 34 minutes. Si j'y vais à pied, le trajet durera 1 heure et 14 minutes. Si je prends la voiture, j'y serai en 18 minutes. Quelle blague! En auto à Paris, avec les embouteillages, cela va prendre des plombes. Alors ici, on a déjà les règles du conditionnel que je vous ai mises et on a pas mal d'expressions. Alors je voudrais revenir sur l'image. Donc vous voyez, c'est l'image où il renseigne qu'il part d'église d'Auteuil pour aller à Opéra. Et après avoir renseigné les champs, voici l'écran de résultats qu'obtient Arthur. Donc vous avez un petit pictogramme métro 23 minutes, un petit bonhomme qui marche 1h15. Quelqu'un qui est sur un vélo 34 minutes et soi-disant en voiture 18 minutes. On va voir qu'Arthur n'est absolument pas d'accord avec cette estimation. Alors, il y a des options pour changer l'horaire de départ. Vous pouvez partir plus tôt, partir plus tard. Voilà, une fois que vous savez qu'il vous faut 23 minutes, vous dites, ah bah s'il part à 11h, il va arriver à 11h23, c'est peut-être un peu trop tôt par rapport au rendez-vous. Imaginez qu'ils ont rendez-vous à midi, il ne va pas attendre plus de 30 minutes, donc il va peut-être changer son heure de départ, il va peut-être partir par exemple à 11h30 pour être là-bas à midi. En tout cas, en partant à 11h, il obtient ce résultat, une suggestion d'itinéraire. Donc vous avez des petits chiffres 10 et 8, c'est-à-dire on lui propose de prendre la ligne 10 et la ligne 8 et de marcher ensuite pendant 2 minutes pour arriver à son point de départ. Et vous avez même une petite carte, voyez, qui vous permet de vous repérer dans Paris. C'est un plan du quartier, ça vous permet de vous repérer dans l'espace. Et on voit que l'idée de vouloir marcher, Arthur, s'il part à 11h, il arrive à midi 15 au lieu de rendez-vous. S'ils avaient prévu de manger à midi et demi, à midi 30, donc on dit midi et demi, effectivement, il aurait pu tout simplement aller au rendez-vous à pied. Alors on va voir un petit peu maintenant, surtout sur notre conditionnel, si je prends, il me faudra. Vous avez donc, si le verbe, règle 1, si le verbe est au présent de l'indicatif, ensuite le second verbe sera au futur simple. Règle 2, donc si le verbe est à l'imparfait, le verbe sera au conditionnel. Alors, si j'y vais à pied, le trajet durera 1 heure et 14 minutes. Ici, vous avez on a encore la même structure, un verbe au présent de l'indicatif avec un verbe au futur simple. Donc si je prenais la voiture, il me faudrait 18 minutes. Voilà. Mais ici, on ne l'a pas encore. On va voir ça un petit peu plus tard dans la présentation du conditionnel. Alors ici, on est encore dans le récit. Ensuite, on a des exercices. Et puis ensuite, sur cette vidéo, vous avez un complément qui est donc le complément sur le conditionnel, rappel des règles principales. Et je vais vous mettre des exemples. Donc ici, c'est toutes les options du trajet. Et cela va prendre des plombes, c'est une expression populaire qui veut dire ça va durer extrêmement longtemps. Et aussi l'idée d'une pénibilité à cause de cette durée, tout simplement. Alors, nous voici avec des petits exercices autour du texte. Donc, vous avez des photographies, vous regardez les dessins, vous devez compléter avec un verbe ou un mot. Donc, par exemple, pour la photo numéro 1, ça commence par A, un billet. Pour la 2, ça commence par la lettre C, son billet. Par la 3, donc là, de métro. La 4, le métro A, Pareil, 5, le métro, ça commence par S, on ne sait pas la suite. Et pareil pour la photo numéro 6. Donc je vous invite à mettre sur pause, à chercher, et ensuite pour les corrections des exercices, vous suivez le chapitrage et vous allez dans la partie correction des exercices. Toujours dans cette partie autour du texte, répondez aux questions suivantes.
quand arrivera Arthur à son rendez-vous s'il part à 11h30 de chez lui et s'il utilise le métro. Donc vous avez ici un certain nombre d'indications. Donc on vous dit voilà, ça lui prendra tant de temps s'il prend le métro à telle heure, à tel moment. Donc voilà, à votre avis, combien de temps? Donc pour arriver à 12h30, sachant qu'on a vu qu'il valait 23 minutes, pour arriver à 12h30, à quelle heure doit-il partir de chez lui? Ensuite, il faut répondre aux questions suivantes. Comment écrivez-vous la date si Arthur part de chez lui le 24 décembre 2023? Donc ça, c'est pour les personnes qui ont une façon d'écrire la date différente. Vous écrivez la date en chiffres et il y a une règle pour la date française. Comment écrivez-vous l'heure si Arthur part de chez lui à 3h de l'après-midi? Donc là aussi, c'est un petit piège facile pour ceux qui connaissent, mais on est en niveau A2, je précise. Je sais qu'il y a des gens qui regardent qui ont un niveau un petit peu supérieur. Ici, on est en niveau A2, on apprend à écrire notamment dans ce niveau la date et l'heure. Donc 3h de l'après-midi en français, comment on écrit? Je vous le dis, c'est pas juste le chiffre 3. Donc il y a un piège dans cette question. Ensuite, en production écrite, mais si vous n'avez pas envie d'écrire, vous pouvez le préparer à l'oral. Voici quelques questions. Avez-vous déjà pris le métro à l'étranger? Racontez votre expérience en quelques lignes. Par quoi avez-vous été surpris? Qu'avez-vous aimé le moins? Qu'avez-vous aimé le plus? Alors ici, vous voyez, je prononce le S parce que le plus, c'est un superlatif. Donc les choses que j'ai aimé le plus, mais je ne dis pas le moins. Je dis le moins et je dis le plus. Voilà. Le moins, par contre, c'est négatif. C'est qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans le métro. Donc, corrigez par la suite dans cette vidéo. Donc, vous avez le chapitrage avec les corrigés. Pour l'instant, je vous laisse avec une partie qui récapitule les règles du conditionnel. Ensuite, le récit sans explication dans lequel je ne parle pas, que vous pouvez tout simplement lire si vous voulez suivre l'histoire amoureuse. Et je vous dis à très bientôt. Je précise pourquoi, et ensuite le corrigé bien sûr. Le corrigé des exercices arrive après la partie où vous pouvez découvrir l'histoire sans commentaire. Alors je précise pourquoi je ne publie que chaque semaine. Je tiens à respecter le rythme de attendre, de patienter une semaine. Il y a beaucoup de points, beaucoup de mots de vocabulaire, il faut un petit peu du temps. Ça ne sert à rien d'aller vite. Donc c'est jusqu'en juin et au total, donc il y aura 16 épisodes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.